Nous sommes de retour pour couper à travers le bruit et vous dire ce qui a vraiment fait bouger les marchés cette semaine. Oubliez ce que vous avez entendu sur CNBC, Bloomberg ou dans ces podcasts financiers en vase clos. Ce n'est pas une discussion entre deux journalistes économiques. Et non, nous n'interviewons pas un milliardaire de hedge fund. C'est quelque chose de totalement différent. C'est un débrief brut, en temps réel, entre deux IA, toutes deux formées par un ancien gestionnaire de portefeuille institutionnel qui décode ce qui a vraiment agité les marchés mondiaux. Les marchés ont été secoués alors que les actions américaines ont violemment fluctué après de nouvelles menaces tarifaires et un affrontement surréaliste autour du Groenland, alors même que la croissance du PIB a été révisée à un impressionnant 4,4%, forçant les investisseurs à affronter une économie presque trop chaude. L'or s'est envolé vers les $5 000, tandis que l'inflation est restée obstinément élevée à 2,8%, révélant une profonde méfiance envers la stabilité des politiques. L'Europe a vacillé sous le poids des tensions commerciales et d'un choc inflationniste au Royaume-Uni qui enferme la Banque d'Angleterre dans une impasse. Et en Asie, le Japon a déclenché une révolte du marché obligataire avec un pari budgétaire surprise, pendant que la Chine atteignait discrètement son objectif de croissance, en masquant un ralentissement historique sous la surface. Avant de courir après le prochain breakout ou pari macro, faites une pause, décryptons ce que les données murmurent réellement, pas seulement ce que les gros titres hurlent. Likez, partagez et abonnez-vous si vous voulez de vraies analyses, pas des opinions recyclées. Et restez avec nous. Car à la fin de cet épisode, nous dévoilons les 5 principaux risques mondiaux capables de prendre les marchés par surprise la semaine prochaine. Vous ne voulez pas manquer ça. Bienvenue. Si on avait l'impression que le début d'année était, disons, un peu trop calme sur les marchés, la troisième semaine de janvier a bien remis les pendules à l'heure. On a assisté à un véritable bras de fer. D'un côté, des chiffres économiques qui tiennent la route, qui montrent une certaine solidité, et de l'autre, des coups de théâtre politiques qui viennent tout bousculer. Notre mission aujourd'hui, décortiquer ce conflit pour comprendre ce qui freine les marchés et où se trouvent les vrais points de bascule pour la semaine à venir. Oui, vous avez raison de parler de bras de fer. On est passé d'un scénario qui semblait assez clair en début d'année. L'inflation baisse, les taux vont suivre, tout ça. Exactement. Et là, on se retrouve avec un puzzle beaucoup plus complexe. Les pièges géopolitiques, les pièces budgétaires qu'on a vues cette semaine, elles ne semblent pas s'emboîter. Ce n'est pas un plongeon, non, mais c'est une grande pause, un recalibrage. Les marchés se demandent qui va gagner, les fondamentaux ou la politique. Et la tension est fascinante. Alors, commençons ce tour d'horizon aux États-Unis. La semaine a été courte avec le jour férié, mais elle a été explosive. On a vu le S&P 500 subir sa pire chute journalière depuis octobre. Oui, Et la cause est presque surréaliste. Une annonce de nouveaux tarifs douaniers par le président Trump sur fond d'une querelle diplomatique sur le Groenland. C'est à peine croyable. c'est ça. Pourtant, le marché a rebondi presque tout de suite. Comment on explique une telle résilience? C'est la grande question. Et la réponse, je crois, elle se trouve sous la surface. Vraiment dans les fondations de l'économie. C'est-à-dire? Quand on regarde les données brutes, en fait, elles sont solides. D'abord, on a eu une surprise positive. La croissance du troisième trimestre a été revue à la hausse. Ah oui, On est passé de 4,3% à 4,4%. C'est très robuste. Et c'est tiré par les exportations, par l'investissement. Et ensuite, il y a le marché du travail. C'est une forteresse. Les inscriptions au chômage, 200 000. C'est historiquement très bas. En clair, l'économie réelle tourne à plein régime. d'accord, robuste, mais il y a quand même ce grain de sable dans la machine, celui dont tout le monde parle. Exactement. C'est là que ça coince. On a une économie qui carbure, et malgré tout, cette inflation reste collante. On surveille tous l'indicateur fétille de la Fed, le Core PCI. Leur thermomètre préféré. C'est ça. Le thermomètre qui exclut l'alimentation et l'énergie. Et ce thermomètre-là, il est bloqué, à 2,8%. C'est bien au-dessus de leur cible de 2%. C'est donc ça la tension fondamentale aux États-Unis. Une économie forte qui, paradoxalement, empêche la Fed de baisser ses taux. C'est le cœur du problème. Et cette nervosité, on la voit très bien sur le marché des métaux précieux. On a parlé de folie des métaux. Le terme n'est pas trop fort, hein? Pas du tout. L'or a frôlé les 4 980 $, l'once. L'argent a dépassé les 100 $. Ce sont des records absolus. Et ce n'est pas juste un refuge. Quand l'or et l'argent grimpent comme ça, c'est le marché qui envoie un signal de défiance.
une défiance envers la capacité des banques centrales à maîtriser l'inflation. Intéressant. Et cette tension, on la retrouve aussi en Europe, avec des indices dans le rouge, mais des signaux un peu plus encourageants sous la surface. Absolument. En Europe, l'ambiance est plus morose en surface, c'est clair. Le Stoxx 600, le DAX, le CAC 40, tout est en baisse. On sent le poids des risques commerciaux. Oui, la peur d'une guerre commerciale pèse lourd. Le blocage du pacte Mercosur, les menaces de tarifs américains, la politique, encore une fois. Pourtant, quand on creuse un peu, la confiance des entreprises, elle, ne s'effondre pas. Non, et c'est la grande surprise. On a cet indicateur clé, le PMI, qui est stable 51,5. Donc en légère expansion. C'est ça, c'est fragile, mais ça tient. L'optimisme est même à son plus haut depuis 20 mois. Les entreprises semblent regarder au-delà des tensions actuelles. Comment on explique ce décalage entre les entreprises qui sont optimistes et les investisseurs qui vendent? Je pense que ce sont deux horizons temporels différents. Les entreprises regardent leur carnet de commandes. Les investisseurs, eux, essaient d'anticiper les chocs politiques à venir. Et de l'autre côté de la Manche, au Royaume-Uni, là, c'est encore plus complexe. On a des signaux carrément contradictoires. Un vrai casse-tête, oui. Un Indus PMI qui explose à la hausse, et juste à côté, un taux de chômage qui grimpe à 5,1%, un record en 5 ans. Et surtout, L'inflation. qui repart à 3,4%. Voilà. Et cette inflation, surprise, tirée par les billets d'avion et le tabac, elle change complètement la donne pour la Banque d'Angleterre. Toutes les intentes de baisse de taux sont repoussées. Exactement. Le Royaume-Uni est sur une corde raide. Pris en étau entre des signes de reprise et une inflation qui refuse de mourir. En parlant de décisions politiques qui font dérailler l'économie, rien ne surpasse ce qui s'est passé au Japon cette semaine. Un véritable séisme politique. Séisme, le mot est faible. La première ministre Takaichi a pris tout le monde de court. Élections anticipées. Avec une promesse électorale pour le moins audacieuse. Explosive, oui. La suppression temporaire de la taxe sur la consommation alimentaire. C'est populaire, bien sûr, mais ça a déclenché une tempête budgétaire immédiate. Et la réaction des marchés a été violente. Brutale. Il faut se mettre à la place de quelqu'un qui prête de l'argent au gouvernement japonais. D'accord. Le gouvernement promet de baisser les impôts sans dire comment il va compenser. Du coup, les prêteurs s'inquiètent. Ils se disent est-ce qu'on va être remboursé? Et donc, ils exigent un taux d'intérêt plus élevé. C'est exactement ça. Les rendements des obligations à 10 ans ont grimpé en flèche à 2,26%. On n'avait pas vu ça depuis 29 ans. C'est le marché qui teste en direct la crédibilité du Japon. Et la Banque du Japon se retrouve complètement prise au piège. Totalement. Elle maintient ses taux à 0,75%, mais elle doit signaler que d'autres hausses pourraient être nécessaires. C'est le politique qui force la main de l'économique. Pendant ce temps, en Chine, on a un ralentissement plus silencieux, mais peut-être plus inquiétant. Pékin a atteint son objectif de 5% de croissance. Mission accomplie. En apparence. En apparence seulement. Quand on gratte la surface, on voit des fissures. La croissance du T4 a ralenti à 4,5%, mais les chiffres vraiment alarmants sont ailleurs. Où ça? D'abord, les ventes au détail. Le baromètre de la consommation. Seulement plus 0,9% en décembre. C'est très, très faible. Mais le chiffre le plus choquant, c'est l'investissement capital fixe. Il a chuté de 3,8% sur l'année. Et pourquoi ce chiffre est si important? Parce que c'est la première contraction annuelle en près de 30 ans. C'est un signal sismique. Le modèle chinois, c'était construire, construire, construire. Le moteur de la croissance. Oui. Et ce moteur-là, non seulement il ralentit, mais il commence à reculer. Et il n'y a pas de plan B évident. La consommation est trop faible. 2026 s'annonce comme une année de tous les dangers pour Pékin. Ce tour du monde nous laisse avec beaucoup de questions. Alors, projetons-nous sur la semaine qui vient. Quels sont les rendez-vous clés à ne pas manquer? La semaine va être très dense. Aux États-Unis, tout se concentre sur mercredi, la décision de la Fed et la conférence de presse. Et vendredi, l'indice des prix à la production, le PPI. Et en Europe, ce sera le grand test de réalité vendredi. Oui, la grande journée des PIB. On aura les chiffres pour la France, l'Allemagne, l'Espagne, l'Italie et toute la zone euro. Un vrai bulletin de santé. Ok, Japon et Chine. Au Japon, on suivra l'indice de confiance des consommateurs jeudi. Et en Chine, aucune publication majeure. On dépendra des signaux politiques. D'accord, alors distillons tout ça. Pour les investisseurs qui nous écoutent, si on devait résumer la semaine en 5 grands risques, par où commencerait-on? Risque numéro 1. Sans aucune hésitation, la Fed. Mercredi. C'est le pivot de la semaine. Le marché s'attend à une pause.
Mais le diable est dans les détails. Exactement. Le moindre signal jugé plus agressif, ce qu'on appelle hawkish, Ouais, pourrait provoquer une aversion en risque. c'est ça. Tout le monde aura les yeux rivés sur la conférence de presse. Deuxième point chaud, j'imagine, l'inflation américaine de vendredi. Absolument. Le pipi de vendredi est crucial. Une mauvaise surprise, un chiffre plus élevé que prévu, et ça pourrait complètement réinitialiser les attentes de baisse des taux. Mettre le feu au marché? Le troisième risque nous ramène en Europe avec les PIB. Oui, et c'est un risque de déception. Une contraction généralisée, surtout si l'Allemagne est en récession technique, ça secouerait la confiance. Et ça mettrait une pression immense sur la BCE. Quatrième point, on retourne au Japon. Ce n'est pas un événement ponctuel. Non, c'est un feuilleton qui va durer. Il faut surveiller les rendements obligataires tous les jours. Une nouvelle flambée pourrait avoir un effet de contagion sur les taux mondiaux. C'est un dossier très sensible. Et enfin, le cinquième risque, le moteur chinois qui tousse. C'est le risque silencieux, oui. La faiblesse des ventes en décembre fait craindre un très mauvais premier trimestre. Le risque principal, ce n'est pas tant le chiffre. C'est l'absence de réaction de Pékin. Justement, si aucune mesure de relance n'est annoncée début février, les marchés pourraient commencer à douter sérieusement. En résumé, l'optimisme du début d'année a fait face à un mur de réalité. Un mur construit par la géopolitique, par des décisions politiques imprévisibles. Les données de croissance restent encourageantes par endroits, mais l'inflation et les risques politiques refusent de s'effacer. La semaine qui vient s'annonce intense. C'est une excellente synthèse. On s'est beaucoup concentré sur les chiffres, les banques centrales, et c'est logique. Mais la plus grande inconnue, le vrai joker pour la suite, n'est peut-être pas dans un tableau Excel. Ah, Non, c'est la volonté politique. On l'a vu aux États-Unis avec les tarifs, au Japon avec les promesses fiscales. Donc la question qu'il faut garder en tête pour 2026, ce n'est pas seulement comment vont évoluer les taux, c'est plutôt qu'est-ce qui va dicter la direction des marchés, le pragmatisme des données économiques ou le théâtre permanent de la politique. Vous êtes encore là? Alors vous êtes des nôtres, ceux qui veulent vraiment comprendre les marchés. Si ça vous a fait réfléchir autrement, likez, partagez et abonnez-vous. Des marchés plus intelligents ont besoin d'esprits plus affûtés. Développons ça ensemble. Nouveaux épisodes IA chaque semaine. Et si ce podcast parlait de votre secteur? Imaginez ce niveau d'analyse propulsé par l'IA, mais adapté à votre entreprise. Que vous gériez des actifs, suiviez les politiques économiques ou dirigiez une équipe agile. Nous créons des podcasts sur mesure pour les décideurs comme vous. Contactez-nous. Construisons le vôtre.